Au Zimbabwe, la ZANU-PF a organisé un rassemblement de jeunes en vue des élections du 30 juillet. Le président Emmerson Mnangagwa a assuré vouloir des élections libres et transparentes. Le président Kenya Uhuru Kenyatta et le chef de l'opposition Raila Odinga démontrent leur volonté d'œuvrer pour la réconciliation. Les deux hommes se sont excusés jeudi pour les mots échangés lors des dernières élections controversées. La chambre basse du Parlement japonais a adopté jeudi une réforme du travail censée revigorer la troisième économie du monde. Cependant, ses détracteurs ne sont pas du même avis. Voilà pour les titres de ce journal. À toutes et à tous, bonjour et merci d'en prendre le rendez-vous. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté ce 31 mai une résolution qui donne un mois aux responsables sud-soudanais pour parvenir à un accord de paix, sans quoi les diplomates pourraient sanctionner 6 nouveaux individus, dont les ministres de la Défense et de l'Information, et décider d'un embargo sur les armes. 9 pays ont voté en faveur de ce test, mais 6 pays, dont l'Éthiopie, qui joue un rôle clé dans les négociations de paix, ainsi que la Guinée équatoriale, la Russie et la Chine, estiment au contraire que cette résolution ne va pas dans le sens d'un apaisement des tensions. Ils ont estimé qu'elle pourrait au contraire fragiliser un processus politique qui se trouve, selon eux, à un moment charnière. Le parti au pouvoir au Zimbabwe, la ZANU-PF, a organisé un rassemblement de jeunes en vue des élections du 30 juillet, le premier scrutin post-Robert Mugabe. Des événements similaires sont devenus populaires lors de la dernière campagne de Mugabe pour toucher les jeunes majoritaires dans le pays. L'actuel président Emmerson Mnangagwa a profité pour s'adresser à ses militants. Pour lui, tout le monde veut des élections libres et transparentes. Suivons un extrait de ses propos. Vous devez améliorer vos vies en travaillant dur et nous, en tant que gouvernement, nous devons créer un environnement où vous pouvez travailler dur et améliorer votre vie. C'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous faisons déjà. Les affaires mettent de la nourriture sur la table, envoient les enfants à l'école, construisent les routes, les hôpitaux, les maisons. Nos routes ne peuvent être construites que s'il y a des affaires qui se font dans le pays. Donc, le Zimbabwe est ouvert aux affaires. Au cours des 5 ou 6 derniers mois, vous avez entendu que nous avons attiré dans ce pays environ 16 milliards de dollars américains en termes de projets, et c'était cela le but, sur le chemin vers la création d'emplois. J'ai conscience que vous avez déjà été informés des élections du 30 juillet. J'ai annoncé cela, qu'il y aurait des élections. Nous voulons des élections libres, équitables, transparentes et crédibles. Le président Kenya Uhuru Kenyatta et le chef de l'opposition Raila Odinga ont démontré leur volonté d'œuvrer pour la réconciliation au Kenya. Les deux hommes se sont en effet excusés ce jeudi pour les mots assassins échangés lors des élections controversées de 2017. On s'en souvient encore, c'était par une poignée de main surprise que le président kenyan Uhuru Kenyatta et le chef de l'opposition Raila Odinga avaient symbolisé en mars la fin de leur affrontement. Cette fois, les deux hommes sont pratiquement tombés plusieurs fois dans les bras l'un de l'autre dans une ambiance très décontractée. C'était à l'occasion de la prière nationale organisée à Nairobi. Il s'agit d'un événement annuel lors duquel les leaders politiques prient pour la nation. Ils ont présenté leurs excuses pour les mots assassins échangés lors des élections controversées de 2017. En référence au mois de violence ayant accompagné le scrutin de 2017 et fait au moins 100 morts, l'opposant Raila Odinga a martelé que plus jamais un Kenyan ne mourra à cause d'une élection. Déjà,
Les héritiers des deux plus grandes dynasties familiales kenyanes avaient surpris leurs compatriotes en apparaissant côte à côte le 9 mars et en promettant d'œuvrer à la réconciliation nationale. Ils déjouent ainsi tous les pronostics car personne n'avait anticipé ce revirement au Kenya. Jeudi, la prière nationale s'est achevée avec la présence sur le podium du président de la Cour suprême, David Maranga. Toutefois, de nombreuses questions restent en suspens sur la nature exacte d'un accord conclu entre les deux. Les circonstances qui ont provoqué une mini-crise au sommet de l'État mauricien en mars dernier feront l'objet d'une enquête. 3 juges ont été nommés pour diriger une commission. Ils devront notamment établir si l'ex-présidente Amina Gourib Fakim, qui a démissionné entre-temps, a usurpé de son pouvoir au plus fort du bras de fer qui l'opposait à l'exécutif. Cette commission d'enquête a pour mission de déterminer s'il y a eu usurpation de pouvoir par l'ex-présidente. Amina Gourib Fakim avait fait l'objet d'une pression politique et médiatique intenable pour avoir utilisé la carte de crédit d'une fondation pour des achats personnels. Elle avait plaidé une méprise et pour laver son honneur, elle avait annoncé une commission d'enquête sur l'affaire. Mais pour beaucoup, il s'agit d'une outrance institutionnelle qui mérite d'être tirée au clair. Amina Gourib Fakim et ses conseillers seront auditionnés au cours de la procédure d'investigation qui débutera le mois prochain. Le CAMES, entendez, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, célèbre son 50e du 30 mai au 2 juin. Et c'est par le colloque international sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation que les festivités entrant dans le cadre de cet anniversaire ont démarré ce mercredi au Burkina Faso. C'est donc un jubilé d'or. Plusieurs activités sont au programme du 50e. Kodjovi Ametonou et Claude Romba pour le reportage. Ils sont venus pratiquement des 4 coins du continent, ministres en charge de l'enseignement supérieur des 19 États membres du CAMES, experts ou universitaires de renom, partenaires et également responsables d'universités publiques et privées, bref, du beau monde à Ouagadougou pour participer à ce colloque international sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Un rendez-vous de l'éminence grise du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur pour justement réfléchir sur les enjeux du CAMES du futur, 50 ans après sa création. Pour que le CAMES demeure en phase avec les évolutions rapides qui impactent la société au rythme de l'avancée vertigineuse des technologies de l'information et de la communication ou tout simplement du numérique. Cette exigence de réflexion pour une meilleure adaptation et donc pour une offre de services plus pertinente s'impose à nous. La rencontre de Ouagadougou, faut-il le rappeler, se tient dans un contexte de jubilé d'or du CAMES. Occasion donc de revisiter tout le parcours depuis 1968 à nos jours. En dépit des résultats satisfaisants engrangés selon le secrétaire général, le CAMES est confronté à un certain nombre de difficultés, manque de ressources financières et humaines qui menacent sa survie. Les conclusions des travaux du colloque seront donc soumises au délibéré des différents chefs d'État pour la recherche d'éventuelles solutions aux problèmes de l'institution, notamment pour renforcer le CAMES et maintenir son leadership dans l'enseignement africain et mondial. En France, le tribunal de grande instance de Bobigny a renvoyé ce jeudi au 7 juin à la demande de la SNCF l'audience opposant la direction de l'entreprise ferroviaire à 3 syndicats. Ces derniers lui reprochent le non-paiement de certains jours de repos des grévistes. Les images. La SNCF est en colère. Elle place le débat sur le terrain de la déloyauté, mais la transmission tardive est due simplement à des remontées de terrain. À la base de tout ce ressentiment, l'avocat de la SNCF a appuyé sa demande de renvoi sur la transmission tardive de pièces par les syndicats. Selon le défenseur, communiquer de nouvelles pièces à la veille de l'audience est de la part des syndicats une manœuvre pour tenter de déstabiliser la SNCF. À une semaine, mais on voit bien que la partie adverse à la SNCF n'est pas sereine par rapport aux documents qu'ils ont fournis et par la transmission de leurs conclusions 15 minutes avant la clôture, on voit bien qu'ils ne sont pas sereins et ils ont demandé le renvoi. Et donc on nous a donné le délai nécessaire
pour faire valoir les droits de la défense, c'est-à-dire la possibilité de nous exprimer. C'est une affaire très simple, très banale, et nous avons choisi, ou le tribunal a choisi, nous a proposé des dates très rapides, et nous n'avons pas cherché à renvoyer de manière lointaine, au contraire, puisque cette affaire va être examinée la semaine prochaine, ce qui est parfait. En retenant la définition d'un mouvement unique contre la réforme ferroviaire, la direction peut retrancher sur les fiches de paie des grévistes, en plus des jours d'arrêt de travail, des jours de repos, au-delà de 2 jours de grève. À l'inverse, si chaque séquence de 2 jours est considérée comme indépendante, aucune retenue de salaire sur les jours de repos ne peut être effectuée. Je l'annonçais en titre, la Chambre basse du Parlement japonais a adopté jeudi une réforme du travail censée revigorer la 3e économie du monde. Cependant, ses détracteurs préviennent qu'elle risque en réalité d'aggraver le problème de mort par surménage. Alors que la polémique enfle, cette législation qui doit encore être approuvée par le Sénat comporte un ensemble de mesures destinées à changer la façon de travailler au Japon. C'est le leitmotiv du Premier ministre Shinzo Abe qui a promis de redonner son lustre à l'archipel via sa stratégie Abenomics initiée fin 2012. L'opposition n'est pas d'accord avec ce texte, selon lequel certaines catégories de salariés bénéficiant de rémunérations élevées pourront désormais être embauchés sur des contrats spéciaux sans paiement des heures supplémentaires effectuées. Les employeurs devront toutefois obtenir l'autorisation des professionnels concernés. Pour les contrats classiques, la loi instaure un plafond pour limiter le nombre d'heures supplémentaires. Parmi les autres mesures figure la promotion du télétravail, la possibilité pour les employés de bureaux d'arrondir leur fin du mois en développant d'autres activités et la réduction des disparités salariales entre contrats précaires et contrats à vie. Le gouvernement s'est félicité de l'adoption d'une loi qui permettra à chacun de choisir son style de travail. Actuellement, la durée légale de travail est au Japon de 40 heures par semaine, complétée par un plafond théorique de 45 heures supplémentaires par mois qui vole en éclats quand existe un accord d'entreprise. Les sceptiques accusent la loi de graver le marbre des pratiques nées de l'après-guerre où la valeur attribuée aux salarymen dépend de leur endurance, une situation responsable du décès de centaines de personnes par an. Une note de sport pour finir. À la surprise générale, Zinedine Zidane a annoncé qu'il quitte son poste d'entraîneur du Real Madrid. Cette annonce intervient quelques jours après sa 3e victoire consécutive en Ligue des Champions qu'il a fait entrer un peu plus dans l'histoire du football. À la tête de l'équipe merengue depuis début 2016, Zinedine Zidane a annoncé jeudi à la surprise générale qu'il quittait son poste d'entraîneur du Real Madrid. J'ai pris la décision de ne pas continuer l'année prochaine. J'ai parlé avec Florentino Pérez pour lui expliquer ce qui se passait. Je pense que c'est le moment pour tous, pour moi, pour l'équipe, pour le club. Je sais que c'est un moment un peu bizarre, mais je crois que c'est un moment important et qu'il fallait le faire pour tout le monde. Había que hacer eso para todos. Lo que pienso es que este equipo. Ce que je pense, c'est que cette équipe doit continuer à gagner. Et pour cela, ils ont besoin d'un changement. Je crois qu'après 3 ans, ils ont besoin d'un autre discours, d'une autre méthode de travail. Seguramente otra metodología de trabajo. Une décision qualifiée de totalement inattendue par le président du club, Florentino Pérez, à ses côtés en conférence de presse. Ce fut un grand impact pour moi hier quand j'ai su cette décision. Et comme je l'ai dit auparavant, j'aurais aimé le convaincre. Mais je sais comment il est. Et la seule chose que je peux faire est de lui offrir mon affection, mon soutien, ma reconnaissance et lui rappeler ce qu'il sait déjà, que cette maison est sa famille pour toujours. Alors que cette décision va inévitablement susciter des interrogations sur son avenir, Zidane a assuré qu'il ne cherchait pas d'autre équipe. Zidane, âgé de 45 ans, était devenu samedi, après la victoire du Real face à Liverpool, 3-1, le premier entraîneur de l'histoire du football à remporter 3 Ligues des Champions consécutives. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.